Fin de la visite du président de la République à Monaco, une visite qui s'est conclue par la signature d'un accord de coopération entre les deux pays. Amadou Toumani Touré a reçu un accueil officiel et chaleureux au palais princier. Les 8 millions de tonnes de céréales prévues pour la campagne agricole ne seront pas atteintes, mais le ministre de tutelle rassure, la production 2011 sera supérieure à celle de l'année dernière, annonce faite au cours du lancement des opérations de récolte pour la campagne qui s'achève. Mois de la solidarité de la lutte contre l'exclusion, 17e édition, la cérémonie de clôture s'est déroulée hier à Mopti. Plus de 900 millions de francs CFA ont été mobilisés par le département du développement social. Bamako, capitale de la photographie africaine, et ce jusqu'au 1er janvier 2011, ils sont photographes vidéastes venus d'une trentaine de pays pour conquérir le prestigieux trophée dédié au célèbre photographe Seydou Keita. Plus de 500 photos et 20 vidéos sont en compétition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Le président de la République a achevé hier sa visite d'État de 48 heures à Monaco. Dans la principauté, il a reçu un accueil officiel et chaleureux au palais princier sur les hauteurs de la ville. Le clou du séjour a été un entretien en tête-à-tête entre le président et le souverain monégasque. La visite du chef de l'État à Monaco s'est conclue par la signature d'un accord de coopération entre les deux pays. De ce voyage, le récit de nos envoyés spéciaux, Youssouf Touré et Dembawan. Pour relier Bamako à Monaco, même par les airs, l'autoroute de Nice est incontournable. 20 minutes chrono séparent les deux villes, vite avalées par le cortège du président Amadou Toumani Touré. Le chef de l'État entamait ainsi une visite d'État de 2 jours dans la principauté à l'invitation du prince Albert II. L'accueil, lui, a eu lieu au palais princier, situé sur les hauteurs de Monaco. Le Rocher, comme se nomme le plus vieux quartier de Monaco, est le point le plus culminant de la ville. Ici sont concentrés tous les services et autres institutions de souveraineté de la principauté. Les résidences princières, le parlement, le gouvernement ou encore la grande cathédrale. Le drapeau malien flotte sur l'édifice le plus prestigieux. La principauté accueille pour la première fois un chef d'État malien à l'entrée principale du palais, le prince Albert II. Après les hymnes du Mali et de Monaco, un détachement de carabiniers a rendu les honneurs au chef de l'État malien. Les deux personnalités se présentent tour à tour les membres des délégations qui les accompagnent pour la circonstance. Puis le souverain et le président observent une halte pour les photographes avant de s'engouffrer dans un des bureaux du palais pour un tête-à-tête. Le point d'orgue de la visite du président à Monaco, dernier acte majeur aussi de la visite d'État qui sera conclu par la signature d'un accord de coopération entre la principauté de Monaco et la République du Mali. Le document signé par les deux ministres des Affaires étrangères sera désormais le cadre où seront inscrites l'ensemble des actions de partenariat entre Monaco et Bamako. La visite du musée océanographique de Monaco a été l'un des moments les plus émouvants du séjour du président Tété dans la principauté. Avec quelques 350 espèces sous-marines, le musée de l'océan est un véritable bout d'océan vivant sur la terre ferme. Il est l'œuvre du prince Albert Ier, aïeux du souverain actuel. Voyage au cœur des musées tout à fait exceptionnels avec nos envoyés spéciaux. Le musée océanographique fait partie des plus grandes fiertés de la principauté de Monaco. À l'entrée de l'imposant bâtiment, le portrait géant du couple princier Albert II et Charlène accueille le visiteur. Un pas plus loin, le poulpe géant, œuvre d'un artiste chinois, lui donne déjà une idée sur le programme de cette plongée sous-marine en pleine surface. Véritable temple de la mer, le musée océanographique est l'œuvre du prince Albert Ier, trisaïeul du souverain monégasque actuel. L'œuvre de construction du palais des espèces marines a commencé en 1884 pour s'achever en 1910. À la fois grand navigateur, explorateur, Albert Ier a sans doute contribué à une plus grande connaissance de l'océan et du fond marin par les hommes. Quelques 350 espèces peuplent ces multitudes de petits vers en verre reproduisant le confort et la liberté de la mer. Il y a de quoi émouvoir même un président. Très impressionné.
Parce que nous voyons un monde dynamique. On a l'impression de voir un film qui se déroule, mais dans la réalité avec l'aquarium et tout le reste. Et ensuite, vraiment, il faut saluer non seulement les prouesses techniques. C'est une école. On voit les différents poissons dans leur milieu naturel. On voit également tout un balai dans leur monde réel. Et je pense que la reconstitution d'un tel paysage, si je peux me permettre du terme, est une prouesse qu'il faut saluer et qu'on ne peut qu'admirer. Ici, il n'y a pas que les poissons. L'écosystème même de la mer, avec des récifs coralliens vivants, amenés des profondeurs marines, permet aux visiteurs de se faire une idée de la réalité. Il y a des types de poissons ou autres que j'ai vus de loin, avec les explications qui m'ont été données par le personnel ici. Je peux dire que j'ai appris beaucoup en un laps de temps. Dans le sous-sol du musée, le président Amadou Toumani Touré a visité l'exposition de photographies retraçant les activités de la coopération monégasque au Mali. Les projets financés par Monaco dans notre pays s'inscrivent tous dans le domaine de l'humanisme. L'homme peut aider l'homme à se relever. C'est une exposition de photos qui a été réalisée par un photographe monégasque qui s'est rendu au Mali il y a de ça 6 mois et qui a pu donc réaliser des photos sur l'ensemble de nos projets de coopération. Donc la coopération au Mali regroupe une quinzaine de projets qui sont plus spécialement dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'environnement. Le Mali est un pays prioritaire pour la coopération monégasque, donc c'est un pays sur lequel Monaco met un effort particulier. Ça représente à l'heure actuelle un volume financier de 600 000 euros, qui est assez important sur une aide publique au développement qui est de 10 millions d'euros. C'est une coopération qui touche environ 30 000 personnes, ce qui est important quand on connaît que la population monégasque est de 32 000 personnes, donc c'est presque autant de Maliens qui bénéficient de notre partenariat. Et ça, c'est une source de satisfaction pour... À l'issue de la visite d'État du président Touré à Monaco, les actions de solidarité des citoyens monégasques envers les populations maliennes sont appelées à prendre de l'ampleur. Désormais, la voie entre Bamako et Monaco devient un boulevard facile à emprunter. Le prince Albert II est attendu en février 2012 au Mali à l'invitation du président ATT. Demain, nos envoyés spéciaux reviendront sur les aspects économiques de la visite du président Amadou Toumani Touré à Monaco. Et le ministre français de la Culture et de la Communication, Frédéric Mitterrand, est depuis hier soir à Bamako. Il a été reçu en audience cet après-midi à Kouliba par le président ATT au centre des échanges, les journées africaines de la photographie qui ont commencé ce matin, journée pour lesquelles le ministre français est à Bamako. Il est d'ailleurs l'invité d'honneur de ces journées. Il est au micro de Boubacar Sissoko. Nous avons évoqué la politique culturelle du Mali. Nous avons évoqué le grand succès que rencontrent les journées photographiques de Bamako, cette biennale qui est vue par un très important public et aussi qui rassemble des créateurs et des photographes en provenance de toute l'Afrique et qui par ailleurs apporte au Mali un très grand rayonnement à l'échelle de tout le continent africain, mais aussi bien au-delà, puisque des critiques, des photographes, des journalistes venus du monde entier se pressent à Bamako actuellement. Nous avons donc évoqué cet aspect important en ce qui concerne la photographie et nous avons aussi souligné à quel point la photographie est une pratique culturelle qui est à la disposition de la jeunesse maintenant, puisqu'on peut se servir facilement d'un appareil photo, voire même d'un portable, pour faire des photographies et pour s'exprimer. Et puis nous avons étendu ce champ de réflexion et d'échange pour évoquer d'autres aspects de la vie culturelle du Mali, de ses traditions très importantes, de son patrimoine considérable, avec le musée national, le parc et bientôt le jardin zoologique qui sera terminé dans son réaménagement et qui témoigne aussi de l'important héritage culturel du Mali. Monsieur le Président a bien voulu d'ailleurs nous expliquer que d'autres musées sont en élaboration dans d'autres villes du Mali. Et ce message de condoléances du président de la République à son homologue nigérien, message ainsi libellé. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une profonde affliction que j'ai appris la nouvelle du rappel à Dieu ce lundi 31 octobre 2011 de notre aîné Ali Cheibou, ancien chef de l'État et grand chancelier du Niger. À travers son décès, l'Afrique a perdu un digne fils et le Niger, un de ses fidèles serviteurs en ce moment de deuil et de recueillement.
Je voudrais, au nom du peuple et des institutions du Mali, ainsi qu'à mon nom personnel, exprimer au peuple nigérien et à vous-même notre profonde compassion, nos condoléances émues et notre sincère sympathie. Je m'incline pieusement devant la mémoire de celui qui fut pour nous un conseiller et forme des prières ferventes pour le repos de son âme. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. Bamako, capitale donc de la photographie africaine, et ce jusqu'au 1er janvier 2012. Les rencontres photographiques de Bamako ont débuté ce matin au Musée national. C'était en présence du Premier ministre Cissé Mariam Kaïdama Sidibé. Cette année, le thème retenu est « Pour un monde durable », un thème d'actualité qui pose la problématique des effets des changements climatiques. Ils sont photographes, vidéastes venus d'environ une trentaine de pays pour conquérir le prestigieux trophée dédié cette année à Sédou Keita. Plus de 500 photos et 20 vidéos sont en compétition. Le reportage de Mohamed Diarra. Le musée national change de décor pour devenir le berceau de l'image africaine pendant 2 mois. Un décor magnifique qui marque ainsi l'ouverture officielle des Journées de la photographie africaine 9e édition. Cette rencontre biennale offre un regard croisé entre la nouvelle et l'ancienne génération de photographes. Ce sont au total 500 photos et une vingtaine de vidéos qui resplendissent au Musée national au grand bonheur du public. Ils sont les produits des artistes venus d'une trentaine de pays. De quoi faire de cette rencontre un pôle d'attraction pour les chasseurs d'images. Aujourd'hui, la photo africaine connaît un rayonnement international, un épanouissement extraordinaire et s'érige de plus en plus en un moyen d'expression artistique à part entière. Cette année, les organisateurs ont choisi comme thème « Pour un monde durable ». Un thème d'une brûlante actualité qui touche du doigt un phénomène qui préoccupe les dirigeants du monde à l'heure actuelle, à savoir la problématique des effets des changements climatiques. Occasion pour les photographes d'exprimer leur vision et leur sensibilité sur le sujet. J'ai jamais eu une photographe aussi chic. J'ai vu une belle exposition avec des photos très expressives et très significatives qui nous ont édifiés sur un thème d'actualité, les problèmes de pollution en Afrique, les problèmes de changement climatique, les effets. On a vu des maisons envahies par les sables, on a vu les côtes qui sont dégradées du fait de l'érosion. Les rencontres de Bamako ont pour objectif de favoriser l'émergence de commissaires et de critiques d'art africains, de faire la promotion d'une politique de conservation des archives photographiques. Des objectifs largement partagés par l'invité spécial de cette journée à la personne du ministre français de la Culture et de la Communication. Le temps est révolu où l'on qualifiait la photographie africaine d'émergente. Sa légitimité en termes de richesse et de créativité est désormais très largement établie. Sédou Keita, Félix Diallo, Malik Sidibé, Samuel Fosso ou Mohamed Kamara pour la jeune génération, autant de noms parmi tant d'autres qui nous permettent de prendre la mesure de cette reconnaissance. Cette fenêtre qui s'ouvre ainsi sur l'univers de la photographie bénéficie du soutien de l'Union européenne. La contribution de ses partenaires à cette journée est estimée à plus de 130 millions de francs CFA. Depuis une dizaine d'années maintenant, l'Union européenne apporte au Mali un appui à travers la mise en place de 3 programmes successifs de soutien aux acteurs culturels et d'appui à la structuration des filières culturelles. Le programme actuel en cours a pour objectif général la mise en valeur des potentialités et l'optimisation de la part de la culture au développement économique et social du Mali. Les rencontres photographiques sont l'occasion de rendre hommage aux pionniers de la photo. Malik Sidibé fait partie de ces héros de la photographie africaine. C'est donc parti pour la course à la conquête du prestigieux prix Sédou Keita. Un grand nom, une figure emblématique qui a beaucoup fait pour le rayonnement de l'art photographique malien. Une cérémonie riche en couleurs sous les sons de l'ensemble instrumental du Mali. Après cette cérémonie, le ministre français de la Culture et de la Coopération, Frédéric Mitterrand, était l'hôte à déjeuner aujourd'hui de son homologue malien à Maniang. En marge de ce déjeuner, Frédéric Mitterrand a été élevé au rang d'officier de l'Ordre national du Mali à titre étranger. Le reportage de Omar Kouressi.
Sous les notes musicales de la troupe de Sekouba Traoré et dans le cadre pittoresque du Parc national du Mali, le ministre français de la Culture et de la Communication, Frédéric Mitterrand, n'a pas caché sa fierté de découvrir la diversité de la culture malienne dont il connaissait déjà une bonne facette à travers le cinéma et la musique, auquel s'ajoute aujourd'hui l'art culinaire, mais surtout la photographie. La photographie est redevenue un art majeur à notre époque, car en vérité c'est un art que tout le monde peut pratiquer. Il se trouve que le Mali s'en est rendu compte avant beaucoup d'autres gens en créant cette biennale de la photographie et en donnant à cette biennale de la photographie une qualité et un éclat remarquable. Aux côtés de son homologue malien, Amagnan, à l'invitation duquel il est à Bamako, et deux autres ministres du gouvernement, Sidiki Mfa Konaté de la communication et Mohamed El Mokhtar de l'artisanat, Frédéric Mitterrand a apprécié l'hospitalité légendaire de notre pays qui s'est manifestée une fois de plus par la remise de cadeaux et la distinction qui lui est faite en le faisant officier de l'Ordre national du Mali à titre étranger. Je suis donc très fier que le Mali et les communautés maliennes m'acceptent en me donnant cette décoration qui est un signe de bienvenue auquel je suis très sensible. Frédéric Mitterrand, qui est au Mali dans le cadre des rencontres photographiques de Bamako, n'a pas taré d'éloges pour cet événement qui témoigne avec beaucoup d'autres de la richesse de la culture africaine qu'il faut protéger tout en le vulgarisant. C'était donc là le ministre français de la Culture et de la Communication, Frédéric Mitterrand, invité d'honneur des Journées de la photographie. Le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience cet après-midi la présidente de la Commission de la coopération économique de la Chambre basse du Parlement fédéral allemand. Dagmar Roll est venue faire le point de la coopération entre nos deux pays. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience au micro de Daouda Sidiki Diarra. Nous avons bien sûr parlé de plusieurs décennies de coopération et de partenariat entre le Mali et l'Allemagne. Et c'est un partenariat qui a fait ses preuves depuis des décennies. Et nous avons tous les deux un grand intérêt à ce que cette coopération se poursuive à l'avenir. Nous avons également dit combien nous apprécions les grands progrès qui ont été réalisés au Mali en ce qui concerne la mise en place d'une démocratie stable. Nous savons tous pertinemment que le Mali est placé devant d'énormes défis à l'avenir, mais nous sommes très confiants, nous sommes sûrs que le Mali y arrivera avec sa population. Et pour nous, il a été aussi important de dire très clairement que le président pourra s'appuyer sur notre appui à l'avenir pour le Mali. Tenu cet après-midi à la primature du 4e comité interministériel consacré à la rentrée universitaire 2011-2012 autour du Premier ministre Cissé Mariam Keïta Sidibé, le comité a passé en revue l'état d'exécution du plan d'action pour une bonne rentrée universitaire. Dans l'ensemble, les choses se déroulent normalement. Il s'agit surtout de la réhabilitation des locaux, de la mise en place du service de sécurité universitaire, des questions liées aux préoccupations des enseignants et des étudiants. Entre autres, là-dessus, nous allons écouter le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Sibi Ginette Bellegarde, au micro de Daouda Zoumana Traoré. Nous nous sommes arrêtés longuement sur la question des équipes rectorales qu'il faudra loger dans des bâtiments convenables, qu'il y ait de la visibilité, que ces rectorats, en tout cas, puissent travailler correctement. La petite difficulté en ce moment, c'est peut-être cela. Trouver un bâtiment qui soit fonctionnel, qui soit peut-être pas tout à fait à côté des facultés et des instituts, mais enfin fonctionnel, que nos équipes rectorales soient correctement logées. D'ici 15 jours, nous aurons des solutions. Ça n'empêche pas les équipes rectorales de continuer à travailler. Ils se réunissent régulièrement au niveau de l'actuel rectorat sur la colline de Badalabougou. Une question que beaucoup se posent, étudiants, enseignants, parents, à quand la rentrée?
Nous avons abordé le mois de novembre, comme je l'ai dit, les équipes se mettent en place, il va falloir recenser tous ces étudiants par faculté, par institut, la question des enseignants, il va falloir le régler, et surtout, il va falloir aussi terminer avec la relecture du statut des enseignants. Le Premier ministre ici est Mariam Kaïdama Sidibé, qui a également présidé le conseil de cabinet auquel ont pris part plusieurs ministres. L'objectif de ce conseil était de discuter autour d'un projet de loi relatif au vérificateur général, ses attributions et l'amélioration de ses conditions de travail. Pour en savoir davantage, notre reporter Mohamed Doumbia a approché Daba Diawara, le ministre de la Réforme de l'État. Nous l'écoutons. C'est un conseil de cabinet qui était consacré à certains textes qui rentrent dans le cadre du projet de réforme politique du président de la République. Et le premier de ces textes, c'est le projet de loi qui remplace la loi instituant le vérificateur général. Bon, la seconde série a constitué des textes qui concernent les avantages accordés aux membres de l'exécutif et à ceux qui quittent leurs fonctions, qui quittent ces fonctions. Donc c'est essentiellement de cela qu'on a discuté et les observations pertinentes ont été faites et elles seront prises en compte avant la transmission du dossier au Conseil des ministres. Concernant ce projet de loi, est-ce qu'il y a des particularités à l'endroit du vérificateur? Bon, nous avons fait le choix au niveau du ministère de la Réforme de l'État de renforcer la protection juridique du vérificateur général, de préciser le cadre de ses relations avec ses collaborateurs, et de préciser le cadre dans lequel ces missions doivent être exécutées et de faire en sorte que les services et organismes concernés puissent avoir l'occasion de donner les observations et commentaires sur le rapport du vérificateur au moment de sa publication et après sa publication devant l'Assemblée nationale. Concernant le vérificateur, il existe une fonction très délicate. Est-ce que déjà avec ce projet de loi, il y a un renforcement de sa protection vis-à-vis de ceux-là qu'il contrôle? Bien sûr qu'il y a un renforcement de sa protection, hein, parce que nous avons revu l'article qui lui accordait une immunité. Nous avons renforcé cette immunité et nous pensons que cela est nécessaire. Cela est nécessaire pour maintenir le vérificateur comme autorité indépendante à l'abri de certaines choses comme ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Plus de 900 millions de francs CFA, c'est le montant mobilisé par le département du développement social, de la solidarité des personnes âgées pour faire face aux activités du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. L'information vient du ministre de tutelle à la cérémonie de clôture officielle des activités de la 17e édition tenue hier à Mopti. En marge de cette cérémonie, le ministère du développement social a fait des dons d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA à la région de Mopti. Envoyés spéciaux Abdrahman Maïga et Seydou Sissoko. Cette cérémonie consacre la clôture officielle des activités de la 17e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Un mois durant lequel d'importants cadeaux en nature et en espèces ont été offerts par les plus hautes autorités aux couches les plus défavorisées de notre pays. Ces actions de l'État, appuyées par celles des associations, de groupements d'ONG et des personnes de bonne volonté, ont permis de donner de l'espoir aux démunis. Cet ensemble d'actions a permis à l'État de mobiliser plus de 900 millions de francs CFA pour soulager la souffrance des personnes en situation difficile. Nous pouvons tous être fiers de tel progrès, car il est heureux de constater la participation de plus en plus importante de la société civile dans les différentes interventions, dont les ressources mobilisées autour des fondations, associations et anonymes s'élèvent à la date d'aujourd'hui à 780 millions de francs CFA. Loin d'être une simple rencontre, les activités de la cérémonie de clôture de cette 17e édition a permis aux couches défavorisées de la région de Mopti de bénéficier de plusieurs cadeaux en cette approche de la fête de Tabaski.
Cette donation, qui a coûté plus de 100 millions de francs CFA, est composée entre autres de vivres, de tricycles, d'équipements médicaux, scolaires, de machines à coudre, de couvertures et d'enveloppes destinées à financer les activités génératrices de revenus pour certaines personnes handicapées. Au vu des résultats enregistrés, un seul message désormais nous vient à l'esprit: bâtir au coude à coude un Mali de générosité, de paix et de justice sociale, en vue de réaliser le bien-être social auquel chaque Malienne et chaque Malien aspire. Le ministre du Développement social, de la solidarité des personnes âgées, a profité de cette cérémonie pour expliquer aux populations de Mopti les ambitions du gouvernement à travers l'adoption en 2002 de la politique nationale de protection sociale accompagnée d'un plan d'action de la sécurité sociale. Ce plan, qui a donné naissance en 2009 au régime d'assurance maladie obligatoire et d'assistance médicale selon Harouna Sissi, permettra à l'ensemble des populations de notre pays d'arriver à une protection sociale universelle. Et la Fondation pour l'enfance, qui vient de faire un don d'une valeur de plus de 192 millions de francs CFA à plusieurs structures sanitaires et associations de notre pays, composées de matériels médicaux, de moulins, de machines à coudre et plusieurs autres équipements. Ce don de la Fondation vient dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. La cérémonie de remise qui a eu lieu ce matin au siège de la Fondation était présidée par la présidente de la Fondation, Touré Lobo-Traoré. Le compte-rendu de Amadou Sankari. La présidente de la Fondation pour l'enfance, Touré Lobo-Traoré, est venue à la rencontre de plusieurs associations et aussi des responsables de structures sanitaires pour leur apporter équipements médicaux, moulins, machines à coudre et autres produits vivriers. Pour l'opération Ramadan et celle du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, la Fondation et ses partenaires ont déboursé plus de 634 millions de francs CFA. La Fondation arrive à mobiliser par sur les 634 millions, en argent propre de la Fondation, vous ne trouverez pas plus de 100 millions. Donc, nous avons mobilisé, nous avons des contacts au Canada, nous avons des contacts en France, nous avons des contacts jusqu'au Brésil. Tout ce que nous recevons, c'est dans la transparence avec la presse, et tout ce que nous donnons, c'est en transparence avec la presse. Nous ne faisons que des remerciements à Madame la Présidente, la Première Dame, à l'occasion qu'elle vient de nous offrir. Elle nous a fait un CESCOM. Plus ces matériaux-là, vraiment, nous ne faisons que la remercier sincèrement. Que Dieu la donne toujours une longue vie. Pour toutes ces opérations, la Fondation a accordé une attention toute particulière aux femmes et aux enfants. Pour qui connaît le temps passé par les femmes, nos mères, nos tantes, nos sœurs et cousines, ces femmes très braves, à piler le mil ou le maïs, c'est donc constitué, à n'en pas douter, un véritable soulagement pour elles, mais aussi pour leur famille. Pour le ministre du Développement social, de la solidarité et des personnes âgées, la Fondation pour l'enfance a fait de la solidarité une constance. C'est pourquoi il a tenu à saluer les efforts consentis en la matière. En vérité, cette dame de cœur ne s'est jamais ménagée. Elle n'a jamais économisé un effort, un geste pour faire le bien autour d'elle. Ce mois de solidarité que nous venons de vivre a été aussi plein d'enseignements, parce qu'il s'agit de quoi? Nous avons fait des gestes à des gens dans les couches les plus sensibles de notre population. Il s'agit de qui? Il s'agit des enfants, des jeunes, des femmes, des handicapés. La Fondation pour l'enfance ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, puisqu'elle entend poursuivre ses actions de bienfaisance en faveur des couches les plus vulnérables de notre société. La présidente de la Fondation pour l'enfance, Touré Lobo-Traoré, qui a bouclé hier une visite de travail en Côte d'Ivoire. Elle a participé là-bas à la 4e rencontre de suivi de l'accord de coopération entre le Mali et la Côte d'Ivoire sur la lutte contre le trafic transfrontalier des enfants. Cette rencontre a permis de faire le point sur la situation des enfants victimes de maltraitance, de faire l'analyse des acquis, à préserver des insuffisances et des perspectives. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Saba Sissoko et Abdul Salam Bambara.
C'est un accueil des grands jours qui a été réservé à la première dame du Mali, Touré Lobo Traoré, qui, sur invitation de son homologue Dominique Ouattara, a effectué une visite de travail en Côte d'Ivoire. À Abidjan, la présidente de la Fondation pour l'enfance a pris part aux travaux de la 4e réunion de suivi de l'accord entre le Mali et la Côte d'Ivoire sur la lutte contre la traite des enfants. Madame Touré était à la tête d'une forte délégation comprenant le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, les membres de son cabinet, de responsables et d'experts chargés de l'enfance, entre autres. C'est à l'espace Krae Umoa d'Abidjan Plateau que les travaux se sont déroulés. La traite des enfants se caractérise généralement par leur exploitation dans les plantations, la mendicité ou encore l'exploitation sexuelle. Des pratiques qui sont contraires à la Convention des droits des enfants, d'où la signature d'un accord de coopération entre le Mali et la Côte d'Ivoire en 2000 à Bouaké pour lutter contre le fléau. Depuis 2000, les plus hautes autorités des deux pays tiennent régulièrement des rencontres pour faire l'état des lieux de la situation de ces enfants victimes de traite. La 4e rencontre d'Abidjan a été marquée par la présence des premières dames des deux pays unis pour la cause des enfants. Trop d'enfants continuent d'être victimes de cet odieux trafic et la Côte d'Ivoire, ainsi que les autres pays de la sous-région, sont fréquemment interpellés sur l'utilisation des enfants dans la cacao-culture. Pour ma part, étant résolument engagée pour le bien-être des enfants à travers ma fondation Children of Africa, j'ai décidé de m'impliquer personnellement dans le règlement de ce problème qui atteint nos enfants dans leurs droits les plus fondamentaux. Les premières dames ont décidé de conjuguer leurs efforts et ceux de leurs gouvernements respectifs pour l'atteinte des objectifs assignés dans l'accord de coopération entre les deux pays. Je suis en Côte d'Ivoire pour vous apporter le soutien de mon pays et de la Fondation pour l'enfance que je dirige dans ce noble combat. La traite des enfants est une pratique immorale contre laquelle nos États sont élevés depuis des années. Pour notre part, nous concentrerons tous les efforts contre cette pratique inhumaine afin qu'ensemble, nous puissions rendre aux enfants victimes leur dignité et préserver des milliers d'autres réseaux criminels à l'origine de cette traite, car là où il y a une volonté, il y a forcément un chemin. Pour les premières dames, il faut impérativement mettre en œuvre le plan d'action 2012 et les recommandations issues des travaux qui ont réuni experts maliens et ivoiriens autour de la problématique. Ce plan d'action prévoit entre autres le renforcement de la coopération judiciaire, l'harmonisation des procédures de prise en charge des enfants victimes de traite et l'amélioration du système de communication entre les deux pays. La visite de Mme Touré Lobo Traoré et sa délégation a pris fin par un déjeuner offert par la première dame de Côte d'Ivoire au palais présidentiel et par des échanges de cadeaux. Nous vous l'annoncions hier, le ministre de l'Agriculture a donné hier à Bougouni le lancement des opérations de récolte au titre de la campagne agricole 2011-2012, même si la prévision des 8 millions de tonnes de céréales ne sera pas atteinte. Le ministre rassure que la production de cette année sera supérieure à celle de l'année dernière. Il a saisi cette opération de récolte pour inviter les producteurs à reconstituer leur stock de sécurité. Envoyé spécial à Bougouni, Tchédé Kamara et Amadou Sankari. Zantiebougou, situé à 30 km de Bougouni. C'est par cette localité que le ministre de l'Agriculture a donné le coup d'envoi des opérations de récolte de la campagne agricole 2011-2012. La parcelle de coton de 17 hectares du producteur Kassim Kone a été retenue pour l'opération. Autre lieu, autre spéculation à Chobougou. Ces 20 hectares de sorgho n'attendent que ce geste du ministre pour la mise en sac des récoltes. Parce que nous avons la casserole sanitaire. Mais en septembre, le 19 comme ça, on sera le sans y aller ni monter vraiment au dénion sabatita. Nous tant qu'on là de à Jalanya Kabdamaire. À Niamala, le ministre a visité les parcelles de coton, de sorgho et de riz du producteur Bakary Togola avant de procéder à l'opération de récolte.
Une fois que le coton marche, tout marche dans notre pays. Mais une fois que le coton est malade, tout le monde est malade. Donc je pense que c'est important. Maintenant, ce que le gouvernement doit faire rapidement pour l'accompagner dans ces métiers, de voir comment on peut régler, reprendre les pistes. Parce qu'il y a beaucoup de paysans qui ont le coton, mais il n'y a pas de pistes pour sortir le coton. Si le département de l'agriculture avait estimé la prévision de cette campagne à un peu plus de 8 millions de tonnes, avec l'installation tardive de l'hivernage dans plusieurs localités du pays, cette prévision pourrait connaître une baisse. À tous ceux qui pensent que la campagne est mauvaise, que la campagne n'est pas mauvaise. La campagne peut-être n'a pas répondu aux objectifs que nous nous sommes fixés, mais les superficies que nous allons récolter cette année sont supérieures à celles de l'année dernière. Donc je pense qu'il n'y a pas à s'alarmer. Ce qu'il faut dire, c'est que les Maliens doivent constituer les stocks dès maintenant, parce que nous sommes entourés également de beaucoup de pays qui vont être déficitaires. Donc que les Maliens non seulement ne bradent pas leur production, qu'ils la conservent, mais aussi que les Maliens se ravitaillent dès maintenant sur les marchés. Pour cette opération de récolte, les populations ont sorti tout ce qu'elles ont comme folklore pour célébrer l'événement. Mobilisation des populations de Touroungoumbé dans le cercle de Nioro du Sahel pour le lancement des travaux d'aménagement de la route Bema-Touroungoumbé, longue de 35 km. La réalisation de cette route permettra de désenclaver une dizaine de localités et de relancer les activités économiques de la zone. Les travaux sont financés sur le budget national à hauteur de plus de 600 millions de francs CFA et c'est le ministre de l'Équipement et des Transports qui a donné le coup d'envoi des travaux. Envoyés spéciaux, Mamadou Sidibé et Brahma Traoré. Un petit geste peut faire le bonheur de toute une communauté. L'évidence, c'est bien ce coup de lame donné ici par le ministre de l'Équipement et des Transports. Ainsi, la réalisation de la route Bema-Touroungoumbé devient une réalité. Ce tronçon long de 35 km sera aménagé en terres modernes. Il devra permettre de désenclaver une dizaine de localités. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Cette route contribuera aussi au développement des coopératives de production que les maires de Kingi se proposent d'installer dans les villages avec la participation des populations. Population qui se voit enlever une épine dans les pieds. En effet, la route Bema-Touroungoumbé constitue un parcours de combattants. La forte délégation ministérielle en a fait le constat lors de ce voyage. Mais dans 6 petits mois, ce calvaire ne sera qu'un mauvais souvenir. Aujourd'hui, encore une fois, le projet pour le développement économique et social donne la pleine mesure de l'engagement du président à faire en sorte que l'enclavement soit vaincu pour que soient libérés les facteurs de production, les forces de production pour faire de notre pays un pays agricole, mais aussi un pays qui compte tout simplement au plan économique. La réalisation de la route Bema-Touroungoumbé est financée sur le budget national à hauteur de plus de 600 millions de francs CFA. Les travaux sont confiés à l'entreprise Citrouille pour un délai d'exécution de 6 mois. La mobilisation des ressources financières contribue certes à améliorer l'état du réseau routier national et elle est du ressort de l'État. Toutefois, j'en appelle déjà à la vigilance et au patriotisme de tous, afin que chacun des usagers de cette route s'investisse pleinement pour la sauvegarde et l'entretien des routes que l'État met à la disposition des populations. Populations qui se sont fortement mobilisées pour accueillir la délégation ministérielle, une façon pour elles de dire merci aux autorités nationales pour cette action de développement. La société Petroplus d'Angola s'engage dans la recherche pétrolière au Mali. Elle a signé aujourd'hui une convention avec le ministère des Mines, convention qui porte sur l'exploitation des blocs 1A et 1B du bassin de Taoudenit. La société Petroplus s'engage à investir environ 46 milliards de francs CFA sur ces 2 blocs pendant les 4 prochaines années. Sidiki Dambélé. C'est un nouveau pas qui vient d'être franchi dans la recherche pétrolière au Mali, à travers notamment la signature de cette convention entre le gouvernement, la société d'exploration de pétrole et de gaz Petroplus d'Angola. En joint venture avec la société chinoise MIA Holding Corporation, Petroplus va explorer les blocs 1A et 1B du bassin de Taoudeni. Et elle se donne 4 ans avant d'annoncer la bonne nouvelle. Nous avons choisi le Mali parce que nous pensons que nous avons des opportunités dans le domaine pétrolier au Mali. Et nous pensons que les études demandent à être un tout peu plus approfondies,
Mais nous allons commencer la phase d'exploration assez rapidement, pour l'année prochaine. Pendant les 4 premières années, durée initiale de l'autorisation des recherches, la société Petroplus s'engage à dépenser sur le bloc 1A environ 25 milliards de francs CFA et sur le bloc 1B 21 milliards de nos francs, avec comme seul objectif la découverte des gisements d'hydrocarbures, un des souhaits les plus ardents du gouvernement malien. Le Mali se bat tous les jours que Dieu fait pour qu'on puisse découvrir du pétrole. Nous avons, je crois, 29 blocs, sur lesquels 14 sont déjà attribués, et sur les 14, nombreux sont en train de faire des travaux de sismique. Certains sont très avancés, en l'occurrence sur le bloc 4 et un peu sur le bloc 20. Nous venons donc d'avoir de nouveaux partenaires sur le bloc 1A et 1B que nous encourageons fortement et vivement à tout mettre en œuvre pour qu'on avance très vite afin que l'on assiste également à leur premier forage dans les années à venir. La société Petroplus travaille déjà avec ses partenaires sur 4 blocs obtenus en 2001 en Chine. Elle est également active au Kazakhstan et va bientôt ouvrir un bureau en exploration pétrolière au Tchad. Elle s'engage à ouvrir un bureau très bientôt à Bamako et à employer à hauteur de 80% les personnels maliens. Autonomisation de la jeunesse africaine, unité, éthique, entrepreneuriat pour la transformation agricole. C'est le thème de la journée africaine de la jeunesse célébrée aujourd'hui dans notre pays. Le ministre de la Jeunesse et des Sports à Baguineda saisit l'opportunité pour faire comprendre à la jeunesse l'éthique entrepreneuriale à travers une conférence débat. Envoyé spécial à Baguineda, Mamourou Sidibé et Sekou Kouyaté. La 4e édition de la Journée africaine de la jeunesse, célébrée ce mardi à Baguineda, a retenu cette année comme thème « Autonomisation de la jeunesse africaine au XXIe siècle, unité éthique entrepreneuriale pour la transformation agricole ». La Journée africaine de la jeunesse est une occasion de réflexion sur les grands défis et les préoccupations de la jeunesse africaine. À cette occasion solennelle, qu'il me soit permis d'exprimer les sincères reconnaissances de la jeunesse malienne au gouvernement pour son engagement à nos côtés dans le cadre de la célébration chaque année depuis 2008, la Journée africaine de la jeunesse et d'autres journées commémoratives. À travers cette célébration, les différents acteurs expriment leurs préoccupations dans le cadre du combat pour la paix en vue d'assurer le développement économique, social et culturel de l'Afrique. Si l'on sait qu'un pourcentage très élevé de jeunes des pays africains résident dans les campagnes, leur responsabilité en matière de production rurale fait d'eux de véritables acteurs potentiels du développement. Fournir à ces jeunes les moyens nécessaires afin d'utiliser de façon efficiente leur énergie est, à notre sens, une mesure permettant à la fois de maintenir la stabilité et de favoriser la croissance économique et le développement durable. Après le repiquage des pieds de tomates dans le jardin du centre, une conférence sur le Fonds de développement économique a permis aux jeunes de comprendre les opportunités qui leur sont offertes. Cette journée est initiée par le ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec le Fonds de développement économique, le Conseil national de la jeunesse du Mali et le Centre de football for Hope. Les consultations médicales gynécologiques gratuites ont mis fin aux activités de la journée. Le réseau national de la jeunesse du Mali qui félicite les plus hautes autorités maliennes pour les actions dynamiques et courageuses menées en faveur de la promotion de la jeune. Le réseau encourage à aller plus loin dans la mise en œuvre de la charte africaine ratifiée par notre pays. Une rencontre a regroupé cet après-midi des membres du ministère de l'Éducation, de l'Alphabétisation et des langues nationales et celui du bureau de coordination de l'Association des élèves étudiants du Mali, AEM. Objectif échangé autour des questions cruciales de l'école un mois après les rentrées scolaires. Nando Dambélé. Les mauvais résultats enregistrés au niveau de l'enseignement fondamental et secondaire sont liés à plusieurs facteurs parmi lesquels on peut citer les sorties intempestives des apprenants, l'absentéisme des enseignants pour une raison ou pour une autre. Le corollaire est que pendant les 6 premières années d'apprentissage, les enfants n'étudient que pendant 4 années et demie, ce qui n'est pas de nature à favoriser de bonnes acquisitions. La présente rencontre avait pour objectif principal
d'échanger avec l'AEM afin de trouver des mécanismes sûrs pour freiner les sorties non autorisées à l'occasion des fêtes. Je pense bien qu'en analysant très bien, que nous nous rendons compte que les années diffèrent. Aujourd'hui, nous sommes à 5 jours ou 6 jours de la fête. L'année passée, depuis à 10 jours de la fête, les gens étaient dehors. Mais hier, il y a eu des perturbations dans les établissements, mais les gens sont rentrés pour faire cours. Il y a le lycée Mamadou Mbouch dans ça, il y a le lycée Mamadou Sarr, il y a le lycée Massamagan. Les gens sont sortis, il y a des gens qui sont passés siffler, les élèves sont sortis, mais il y avait des camarades sur place qui les ont fait rentrer et les cours ont continué. Le secrétaire général du département qui dirigeait les débats a remercié l'association estudiantine pour ses efforts, tout en intimant que les textes seront appliqués sans complaisance. Si nos enfants à nous prennent moins de temps pour apprendre que si les enfants de Côte d'Ivoire, du Burkina, du Niger, etc., il est évident que nos enfants, n'est-ce pas, seront à la traîne et nous comptons sur votre accompagnement pour que ce temps réel d'apprentissage soit respecté. Il a par ailleurs porté les réformes opérées dans le secteur à la connaissance du bureau de l'AEM. Il s'agit notamment de l'ouverture de nouveaux lycées, des instituts de formation des maîtres ainsi que le recrutement de 4000 enseignants dans tous les ordres d'enseignement et l'uniformisation du baccalauréat dans l'espace UEMOA. Vous appelez, mais cette fois-ci, la République de Turquie a célébré son 88e anniversaire de la proclamation de sa République. Pour commémorer cet anniversaire, l'ambassadeur de Turquie au Mali a organisé un dîner. C'était en présence des membres du gouvernement et des diplomates accrédités dans notre pays. Le reportage de Adama Tangara. Le 29 octobre 1923 est la naissance d'une république en Turquie qui fait suite à l'Empire ottoman vaincu après la Première Guerre mondiale. Ainsi, après la guerre d'indépendance, Mustafa Kemal Atatürk, le pionnier de la nouvelle Turquie, savait bien que la tâche n'était pas au bout. La Turquie devait donc se moderniser et atteindre le niveau des nations développées. Dès lors, la Turquie s'est développée en tant qu'État laïque et communauté séculaire pour arriver aujourd'hui dans le rang des 16 plus grandes économies du monde. La politique étrangère multidimensionnelle de la République, sous la bannière de son fondateur Atatürk, paix dans le pays, paix dans le monde, a opté pour la coopération dans ces régions d'abord, et puis dans tout le monde entier, dont l'Afrique. La coopération entre nos deux pays est assez facilitée. Aujourd'hui au Mali, nous avons beaucoup de sociétés turques qui évoluent. Pour ne citer que quelques domaines, je sais qu'il y a des sociétés turques dans le domaine minier, il y a des sociétés turques dans le domaine de la construction et surtout dans le domaine de l'éducation. L'une des chaînes scolaires les plus réputées du Mali aujourd'hui, c'est la chaîne du Collège Horizon où la formation, l'encadrement, l'éducation qui est donnée aux enfants a très peu d'égal dans les autres établissements. Soulignons que la Turquie et le Mali entretiennent depuis longtemps de bonnes relations, enracinées dans l'histoire et partagent des valeurs communes. Pèlerinage 2011, les pèlerins maliens de la filière privée se trouvent présentement à Maka, encadrés par une vingtaine d'agences. Ces pèlerins sont repartis entre une soixantaine de logements, plus ou moins proches de la Kaaba. Nos envoyés spéciaux, Seydou Baba Traoré, Amadou Diawara et Herbert Traoré ont sillonné des quartiers où se trouvent certaines de ces agences. Voici le reportage. Appelé Dar el Wafidine ou Maison des étrangers en arabe, cet immeuble est situé non loin de la Kaaba. Depuis bientôt 10 ans, les pèlerins maliens de la filière gouvernementale y passent leur séjour de Makka. C'est un immeuble avec un autre look que nos compatriotes ont découvert à Makka. Dar el Wafidine, pour ceux qui l'ont connu, naguère a changé de visage pour accueillir ses hôtes. Et même ceux qui sont à leur première fois ont leur mot à dire. On est vraiment à l'aise, on mange bien, on est bien entretenu, on se lave bien, vraiment, on est vraiment satisfait. Il y a beaucoup de choses à améliorer encore. Beaucoup de choses. Le repas par exemple. Nous sommes bien logés. Bon, la nourriture cette année vraiment est meilleure
à celle des années passées. Les chambres sont très propres, elles sont très acceptables et puis la nourriture aussi ça va. On a sans nul doute mis les bouchées doubles pour en arriver là. Il ne pouvait en être autrement car les couacs constatés à Médine concernant la restauration avaient fait couler beaucoup d'encre. En effet, il s'agit du même partenaire qui cette fois-ci représente le promoteur de l'immeuble à Maka. L'occasion pour lui de redorer son blason. Le promoteur a beaucoup investi dans l'immeuble pour qu'il change de look. Il a refait les chambres, installé de nouveaux ascenseurs et climatiseurs. Même la façade extérieure a été rénovée. Ce changement de look n'est pas forcément synonyme d'augmentation du coût du loyer pour le prochain contrat avec le Mali, rassure-t-il. Le contrat qui lie l'État malien au promoteur de l'immeuble s'achève sous peu. D'ores et déjà, chaque partie prépare ses arguments pour le prochain contrat. La Société africaine de pathologie infectieuse, SAPI, organise chaque 2 ans un forum international pour discuter de la problématique des maladies sur le continent. Après Abidjan et Dakar, c'est Bamako qui a été retenu pour abriter la session 2011, infections associées aux soins. C'est le thème de la rencontre de Bamako qui se tiendra du 2 au 4 novembre au CICB. Pour plus de détails, nous allons écouter le président de la SAPI, le professeur Seydi Moussa. Il est au micro de Salimata Dao. La société se prépare à son 4e congrès international qui se tiendra ici à Bamako, au CICB, du 2 au 4 de ce mois. Donc le congrès va axer son thème principal sur les infections associées aux soins. C'est un thème qui entre en droite ligne par rapport aux directives de l'OMS. Il faut rappeler que les infections associées aux soins, ce sont des infections qui concernent le malade, mais aussi le personnel de santé et les visiteurs au décours d'une prise en charge médicale, que ce soit à l'hôpital ou en dehors de l'hôpital. Donc vous comprenez que quand quelqu'un entre à l'hôpital pour se faire soigner et qu'il attrape une infection qui peut lui être fatale et entraîner des séquelles, il est temps de s'interroger, de voir comment endiguer ce mal, comment prévenir ce mal et éventuellement, quand la catastrophe est là, comment les prendre en charge. L'objectif principal du congrès, c'est dans un premier temps de permettre des échanges scientifiques entre les différents membres de la communauté médicale africaine. Et à partir de ces expériences, de formuler des recommandations en vue de prévenir ces infections associées aux soins et éventuellement de les traiter. Voilà, sur ce soir, le 134e numéro de Cybernétique. Ibrahima Traoré et son équipe vous proposent des reportages inédits sur notamment la cybercriminalité, le premier salon de l'économie numérique. Ce numéro vous propose aussi l'actualité des dernières prouesses technologiques et le jeu concours cybernétique. Fin de cette édition, retrouvez demain à 10h sur Abachili. Je vous donne rendez-vous pour les éditions du soir. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.